les conférences du Centre d'histoire de la Résistance et de la déportation. Historiens, universitaires, spécialistes livrent l'état de leurs recherches en cours. Bon, c'est une bien belle salle pour cette première conférence de l'année. J'en profite d'ailleurs pour souhaiter une très bonne année à chacun d'entre vous. Donc on va commencer cette année 2023 par une conférence qui devrait marquer le début d'un cycle. Alors je me méfie parce que vous savez que notre cycle 1942 n'est toujours pas terminé. Et je dois vous annoncer malheureusement que la conférence de Dominique Veillon sur Jean-Pierre Lévy, qui était prévue la semaine prochaine, est reportée en raison de la grève. Elle avait été reportée 2 fois en raison du Covid déjà. Mais ce soir, on a de la chance. Et donc, on a Jean-Marc Berlière, donc professeur émérite de l'Université de Bourgogne, qui vient nous parler de la police des temps noirs. C'est le titre de son ouvrage, qui est un dictionnaire. Un dictionnaire. Une sorte de dictionnaire. Et donc, je parlais d'un cycle. En fait, cette idée nous vient de Michel Salager, le président de la Société lyonnaise d'histoire de la police, qui, il y a pas loin d'un an, quand même, venu nous présenter policiers sous Vichy, obéir ou servir. Et en discutant, on s'est dit, mais finalement, c'est un sujet qu'on n'a pas traité. Donc, on a décidé de faire une conférence. Et puis, en discutant qu'une seule conférence n'épuiserait pas le sujet. Donc, voilà, c'est la première conférence d'un cycle. Et on vous promet derrière, sans doute, une table ronde sur les policiers résistants. Et plus, si on arrive à construire cette programmation. Mais donc, ce soir, en introduction, si on peut dire, un tableau synoptique un peu de ce qui s'est passé pendant la guerre et ce qui finalement va construire un peu la police d'aujourd'hui. Un peu. Donc, très belle salle avec quelques retraités de la police, je crois, qui aiment bien l'histoire. Oui, merci. La période de l'occupation pourrait être extrêmement courte, 4 années, si on veut bien regarder les choses, pèse d'un poids énorme, à la fois dans l'organisation encore aujourd'hui de la police, parce que l'essentiel des réformes, notamment l'étatisation, quand vous demandez, vous faites un micro-trottoir, vous demandez aux gens à qui appartiennent les pouvoirs de police, ils vous répondent comme pour les prisons, la justice, l'éducation nationale, à l'État bien sûr. Ça c'est franchement une nouveauté. À partir de 1941, avant ça appartenait aux maires. C'était des polices municipales. Pas toutes, mais beaucoup. Et donc, sur l'organisation actuelle de la police, pour l'essentiel, trouve ses racines dans la période de l'occupation et donc dans le régime. Alors, qu'on soit clair, je n'ai rien, alors rien contre les Auvergnats, mais il m'arrivera de dire Vichy, parce que ça gagne du temps plutôt que d'employer l'expression qui est la seule qu'on devrait évidemment utiliser. L'État français, je n'ajouterai pas les remarques des gaullistes, l'État de fait, se disant État français, etc. Mais donc je dirais Vichy parce que ça gagne du temps, mais aucune acrimonie contre les habitants de cette ville un peu surprenante d'ailleurs. Et puis c'est une période extrêmement importante, bien sûr, parce que c'est l'une des causes et des origines de l'image noire de la police. C'est pas la seule, bien sûr, mais la période de l'occupation a beaucoup contribué à cette image noire. Je vous renvoie aux ouvrages de quelqu'un comme Maurice Reichfuss, paix à son âme, mais qui vomit les policiers et la police en permanence. Les policiers français sont pires que les SS, sont pires que la Gestapo. Ils piavent d'impatience pour faire le mal, pour aller rafler des juifs, des familles, etc. Je vais essayer de vous donner une vision beaucoup plus nuancée des choses, bien sûr. Tout ce qui est humain, vous le savez, n'est jamais ni blanc ni noir, et extrêmement nuancé. Alors, c'est intéressant aussi cette période de l'occupation parce que tant bien que mal, la Troisième République, c'est du moins ma thèse, avait réussi à construire une police républicaine. Je veux dire par là
qui respectait à peu près cette loi des lois que sont les droits de l'homme et des citoyens. Ça a été difficile, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de dérapage, bien sûr, et de vertige et de tentation, mais pour l'essentiel, on avait créé une police de renseignement général et non plus cette police des coups fourrés politiques qu'on devait à Fouché, bien sûr. On avait créé une police judiciaire qui n'avait plus rien à voir avec Vidocq. On avait créé des services de maintien de l'ordre qui, je vous rappelle, bien sûr, le seul ministère Clémenceau, c'est 15 morts par le maintien de l'ordre. Et donc les choses se sont quand même terriblement apaisées, même si les gens d'aujourd'hui ont l'impression que les policiers sont des violents, etc., etc. Donc, et cette police de la Troisième République, elle va se trouver confrontée après 70 ans, bien sûr, à un régime autoritaire, non démocratique, avec tous les problèmes que ça peut poser. Ce sont ces problèmes que j'aimerais évoquer avec vous. Plutôt qu'un tableau synopsis, si vous voulez, j'aimerais, mais je n'aurai pas le temps de tout faire, bien sûr, mais après on aura une demi-heure de discussion et j'essaierai de répondre à toutes vos attentes que je n'aurai pas satisfaites pendant cette petite heure. J'aimerais, si vous voulez, évoquer un petit peu ce triangle infernal entre l'État français, donc, l'institution policière et les policiers, et puis jamais les oublier, bien sûr, cet interlocuteur qui n'est pas partout présent et pas tout le temps, mais qui est l'occupant, bien sûr. Alors, pour faire simple, je vais vous résumer les choses comme ça, le régime de Vichy est sans doute un des régimes qui a accordé le plus d'importance à la police et aux policiers, pour des tas de raisons, parce que qui dirige la police, qui fait la police chez lui est maître chez lui. Souvenez-vous de cette illusion qu'on a eue en 1995 après les accords d'Oslo et le Camp David, quand on a cru qu'il y aurait un État palestinien. Pour les plus âgés d'entre vous, les images qui sont restées, on voit des Palestiniens et des Israéliens qui descendent le drapeau israélien et on crée une police palestinienne. C'est bien montré que le symbole du pouvoir, sa marque effective, c'est la police, c'est le droit d'exercer ces droits très particuliers qui sont ceux de la police. Alors, tout se passe dans un contexte très particulier, que je résume en 3 mots. C'est une défaite terrible. Celle de 1814 était pas mal. Celle de 1870 était terrible, mais 1940, c'est quelque chose, on n'imagine pas le cataclysme qu'a été la défaite de 1940. Pas seulement parce qu'il y a des millions de gens sur les routes, pas seulement, mais parce qu'on vivait dans l'illusion, la France c'était la meilleure armée du monde, on avait gagné la guerre 14, etc. Et d'un seul coup, tout s'effondre. Non pas que les soldats français ne se soient pas battus, bien au contraire, mais les impéricides de l'état-major, un manque d'intelligence sans doute, Marc Bloch l'a expliqué merveilleusement dans l'étrange défaite. Une occupation qui ne touche au départ que 55-60% du territoire, et pas la zone non occupée, donc, et dont Lyon peut être considéré comme une sorte de capitale face à Vichy, mais ne jamais oublier qu'il y a en fait, la France est complètement éclatée. On oublie toujours, on n'en parle jamais de la Moselle et de l'Alsace qui sont de fait quasiment annexés, bien sûr, par les Allemands. On oublie toujours de parler des départements du Nord et du Pas-de-Calais qui sont rattachés au MBB, c'est-à-dire Militaire Befehlsbelgien, et la situation y est totalement différente. Von Falkenhausen, qui dirige le MBB, il n'a rien à voir avec von Stülpnagel à Paris et le MBF. Et je suis en train d'encourager quelqu'un à faire une thèse sur ces polices dans le nord de la France. On découvre des choses totalement sidérantes et très différentes de ce qui se passe dans la zone occupée. Et puis, un armistice. J'ai vécu comme vous les commémorations des rafles cet été, 80e anniversaire. J'ai entendu les discours de M. Macron, de Mme Borne et autres. Il n'y a pas un mot sur les Allemands.
Pas un mot sur les Allemands. En France, il n'y a pas d'Allemands. Heydrich, Hitler, Himmler ne connaissent pas. C'est Vichy qui a tout fait. Ce sont des Français, ce sont les policiers français, etc. On nuancera bien sûr les choses. Alors, ce nouveau régime accorde une importance capitale à la police pour des tas de raisons. Tout d'abord parce que c'est un régime nouveau. Et comme tous les régimes nouveaux, il veut affirmer son autorité, son existence, en bien sûr s'occupant de très près des pouvoirs de police, qu'il regarde avec les yeux de Chimène. D'autre part, c'est un régime, et c'est un État, vous le savez, autoritaire. Pas fasciste, bien sûr, mais autoritaire, antidémocratique, qui sacralise l'ordre. Et donc, dans ce domaine, bien sûr, la police joue un rôle essentiel. Plus subtil, c'est un régime qui est porteur d'un projet idéologique qu'on appelle la Révolution nationale, dont il est de bon ton parfois de sourire un peu, ça fait auberge du cheval blanc et tout. Non, la Révolution nationale, c'est un vrai projet idéologique qui, vous le savez, est fondé sur l'exclusion de ce que Charles Maurras appelait l'anti-France. Et l'anti-France, c'est les mauvais Français, les francs-maçons, les protestants, les juifs, etc., puis les non-français, c'est-à-dire les étrangers. Donc l'État français, porteur de ce projet idéologique, est un État d'exclusion. On va exclure tous ces gens du droit commun dans des domaines très différents, qu'il s'agisse de l'économie, de l'industrie ou du commerce, du cinéma, de l'édition ou autre. Et donc, vous imaginez que la police a un rôle essentiel, parce que ça veut dire des trains de loi qui excluent ces gens, qui portent des interdits, et qui va les faire respecter, ces interdits? Eh bien, effectivement, les policiers. Donc, le rôle essentiel de ces policiers dans cette Révolution nationale, c'est un instrument, la police, indispensable à la Révolution nationale. Et pour les gens de Vichy, c'est un des piliers de la Révolution nationale. Ils le disent à des tas de reprises dans leurs différents ouvrages, dans leurs mémoires. Donc, loi d'exclusion, loi d'exception que la police va bien devoir, évidemment, faire respecter. Si vous me passez l'expression que j'emprunte à nos amis britanniques et notamment à leur révolution du XVIIe siècle, autre chose, l'État français est un État croupion. Je veux dire par là que c'est un État qui est privé de la plupart des attributs régaliens habituels d'un État. Il n'a plus. Je sais bien qu'il y a un ambassadeur soviétique à Vichy jusqu'au mois de juin 1941, il y a un ambassadeur américain jusqu'en décembre, etc. Mais Vichy n'a plus de diplomatie indépendante, bien sûr, n'a plus d'armée. L'armée de 100 000 hommes, moi je veux bien, mais on va voir ce qu'elle vaut quand les Allemands entrent dans la zone non occupée le 11 novembre 1942. Donc c'est un État privé de ses droits régaliens normaux. Si vous faites le compte, qu'est-ce qu'il y reste à Vichy ? Eh bien, il reste la justice et la police. Et donc, ce sont ces deux pouvoirs, qui sont les pouvoirs de la répression, en plus, auxquels Vichy est très attaché, parce que ça lui permet, à ce régime, de faire valoir, face à l'occupant, son existence et son pouvoir. Et donc, on va se retrouver, la police et la justice sont les instruments qu'il reste dans les mains de Vichy et du pouvoir de Vichy pour affirmer son autorité face à l'occupant. Et on se trouve dans cette situation, quand je lis, ça me met toujours mal à l'aise, que Vichy est demandeur de la collaboration, etc. Moi, j'invite très bien ses collègues à aller voir les archives de la commission d'armistice de Wiesbaden, où tous les jours, entre Français et Allemands, je peux vous dire qu'on se dispute comme des chiffonniers sur ce qu'ont le droit de faire les Allemands, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, ce que les Français veulent faire, ce qu'ils acceptent de faire ou n'acceptent pas. Mais si on regarde, si vous voulez, le résultat, c'est que finalement, pour affirmer son autorité, le gouvernement de Vichy va exercer lui-même la répression. Exercer lui-même la répression. Et donc, ça veut dire que, pour montrer qu'il existe, qu'il est maître chez lui, que ce n'est pas aux Allemands de fusiller les gens, c'est au régime de Vichy de guillotiner. Vous savez, c'est cette fameuse affaire du mois de juillet 1941. Et finalement, ce faisant, Vichy sert les intérêts de l'occupant.
j'appelle ça souvent le syndrome du pont de la rivière Kwai. Je ne sais pas si vous avez vu le film ou lu le roman de Pierre Boulle, hein, ce colonel britannique qui, pour humilier ces geôliers, qui sont des Japonais, hein, va construire un pont pour leur montrer que les Anglais sont bien meilleurs que les Japonais, en oubliant qu'il sert les intérêts stratégiques et militaires du Japon. Ben, c'est souvent ça, Vichy. Hein. En fait, ils veulent affirmer leur souveraineté face aux Allemands, mais ils font le boulot, et le sale boulot, hein, souvent, à la place des Allemands. Alors, dernière chose qui fait que Vichy est tout à fait attentif à la police et se passionne pour ces problèmes de police et se dispute, bien sûr, les pouvoirs de police, là, dans ce microcosme vichysois, dans les hôtels de Vichy, hein, bien sûr, c'est que c'est un État qui est formé par des gens qui n'ont aucune expérience du pouvoir. Aucune expérience du pouvoir, et qui regardent donc la police, vous savez, avec des yeux fantasmatiques. Ce sont souvent des gens qui viennent de la cagoule, qui viennent de l'extrême droite, etc. Et qu'est-ce qu'ils voient? Ils ont une vision omnisciente et ubiquiste de la police. Ils se souviennent que les policiers les ont arrêtés, hein, bien sûr, les ont poursuivis. Quand vous pensez qu'à Vichy, il y a quelqu'un comme Gabriel Jantet, qui est quand même un personnage essentiel dans l'organisation de la cagoule, que vous avez quelqu'un comme Raphaël Alibert, qui va être garde des Sceaux et qui est un personnage essentiel dans la cagoule, je peux vous dire qu'à la fois ils ont peur de la police, mais à la fois ils l'admirent. À la fois ils se disent c'est un pouvoir extraordinaire que celui qui tient dans ses mains le pouvoir de police. Et ils se souviennent évidemment du 6 février 1934, hein, où la police a défendu finalement la République, et ils se souviennent également que dans un certain nombre de domaines, si vous voulez, eh bien, ils ont imaginé, c'est un fantasme qui court tout le début du XXe siècle, que la police n'hésite et ne recule devant aucun moyen pour défendre le gouvernement, y compris l'assassinat et le crime politique. Si vous avez l'occasion, on le trouve dans les vides-greniers ou autres, de trouver les livres de Léon Daudet, hein, le fils d'Alphonse, qui était le propriétaire du journal L'Action française, c'est un délire permanent. La moindre mort suspecte, on parle de complotisme aujourd'hui, je peux vous dire, c'est un crime policier. Qu'il s'agisse de Siffton, qu'il s'agisse du propre fils de Léon Daudet, hein, Philippe Daudet, qu'il s'agisse d'Almeida, qu'il s'agisse du conseiller Prince, enfin j'en passe, et des meilleurs, ce sont des crimes policiers. Et donc ils ont une vision fantasmée de la police qui serait une force considérable, et donc il est important à la fois de diriger et à la fois de juguler, si vous voulez. Alors pour toutes ces raisons, donc les gens de Vichy sont très attentifs à la police, et le nouvel État, eh bien, veut une police. Alors je vais vous abreuver d'adjectifs et d'adverbes, hein, mais il veut une police qui soit une police tout à la fois forte, hein, puissante, moderne, bien équipée, bien armé, hein, bien sûr, efficace, professionnel, moderne et bien formé, bien sûr, et surtout bien dans la main du gouvernement et de l'État, hein, et qu'elle soit, c'est la moindre des choses, fidèle et loyale au nouveau régime. Ça fait beaucoup de qualités, si j'ose dire, hein. Or, il se trouve que la police dont le gouvernement de Vichy hérite, c'est tout le contraire, hein. Jamais les gens de Vichy ne pourront se satisfaire de l'héritage qu'ils ont fait de la police de la Troisième République. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une police qui a servi loyalement la République, hein, on l'oublie toujours, mais c'est quand même les policiers de place de la Concorde, hein, qui ont quand même défendu la représentation parlementaire le 6 février 1934. Hein. Ce sont des policiers de la République qui ont mis au jour et qui ont détruit à l'organisation. Je sais bien, ça fait ridicule, ça fait Tintin, Rastatopoulos, là, et les cigares du pharaon, mais la cagoule, c'était pas des rigolos du tout, hein, bien sûr. Ils ont fait d'ailleurs des attentats, ils ont tué des gens aux ordres de Mussolini, ils sont armés, puissamment armés, etc. C'est la police, hein, c'est la Sûreté nationale qui met fin à toutes ces affaires, hein, et qui les poursuit, qui les arrête. Ceux qu'on peut attraper, les autres vont se réfugier, comme vous le savez, en Espagne ou en Italie. Hein. Donc, et la
servi loyalement. Donc on ne peut pas imaginer du côté de Vichy que cette police et que ces policiers vont servir loyalement ou d'enthousiasme la Révolution nationale. D'autant que ce sont des policiers. Les choses ont beaucoup changé depuis 1870 et les débuts de la Troisième République. Ce sont plus du tout des soldats qui ont fait 14 ans de service militaire dans les armées napoléoniennes. Ce sont des gens qui ont suivi l'école républicaine, qui ont été acculturés à la République et qui, en plus, ont été habitués aux alternances démocratiques. On considère que les communistes, surtout dans leur période extrêmement dure de bolchevisation, sont des ennemis, bien sûr, et eux-mêmes ne se cachent pas de vouloir détruire la République bourgeoise. Puis un beau jour, ils se retrouvent quasiment au pouvoir avec le Front populaire. Ils ne participent pas, mais enfin, ils sont... Et donc, ces policiers, ils ont pris l'habitude, si vous voulez, de... finalement, les ennemis d'hier peuvent être peut-être les gouvernants de demain, donc ils ont pris une certaine distance, et ils sont beaucoup moins engagés peut-être et beaucoup moins de façon beaucoup moins unilatérale que l'étaient leurs prédécesseurs. Donc on soupçonne du côté de Vichy que ces gens ne seront pas loyaux, ils ne seront pas enthousiastes à servir la Révolution nationale et ses idéaux. Deuxième défaut, cette police, elle est gangrénée par un certain nombre de maux, parmi lesquels le syndicalisme. Car le syndicalisme policier est né à cette époque. Et si Clémenceau ne voulait pas entendre parler d'un syndicalisme de fonctionnaires, encore moins de policiers, il n'en demeure pas moins que les syndicats de police, avec une existence un peu difficile, ils n'ont pas de droit de grève, etc., mais existent bel et bien à partir des années 30, et ça on l'oublie. Et pour des gens d'extrême droite, qui sont pour la... il n'y a pas que de l'extrême droite à Vichy, mais c'est quelque chose, c'est vraiment un poison, le syndicalisme. Deuxième poison, deuxième maladie dont souffre cette police, c'est la franc-maçonnerie. Les maçons sont extrêmement nombreux dans la police. Alors c'est un sujet que je n'ai jamais pu creuser pour des raisons que vous imaginez bien volontiers, mais il n'en demeure pas moins que quand je réussis à mettre la main sur une fraternelle, c'est-à-dire, je ne suis pas maçon mais je me suis fait expliquer, que c'est la réunion de plusieurs loges et de plusieurs obédiences et qu'on est à la veille du Front populaire et qu'on est en train de se partager les pouvoirs. Qui sera directeur, qui sera préfet, qui sera... Et que vous découvrez 1 mois, 2 mois, 3 mois après les élections du mois de mai 1936, que les gens qu'on avait décidé de promouvoir sont bel et bien en charge de la situation, on se rend compte qu'il y a un sacré pouvoir. Et je peux vous dire que de lire, parce qu'on a quand même un certain nombre dans les papiers, notamment de Marceau-Pivert, de voir un préfet de police qui est Roger Langeron, qui est un personnage important dans la maçonnerie et dans le radicalisme, demander poliment la parole à un brigadier de police qui est beaucoup plus élevé que lui dans la hiérarchie maçonnique. Ça ne pouvait pas plaire du tout aux gens de Vichy, bien sûr. Ça, c'est quelque chose qu'ils ne supportent pas, le syndicalisme, les valeurs démocratiques, etc. Et puis, vous ajoutez le pire des défauts, c'est que cette police, elle échappe au pouvoir central. La police de l'époque, alors je vais essayer, je vous ai mis ces images, on les regardera éventuellement tout à l'heure, mais parce que c'est tellement, elles sont magnifiques, vous remarquerez, c'est les publicistes des années 30 qui sont, enfin mais on reviendra sur la chose tout à l'heure. Je voulais vous, oui, enfin, je voulais, oui, pardon, oui, écoutez, je ne l'ai pas apporté, donc autant pour moi. Je voulais vous dire que la police jusque donc à Vichy est une police essentiellement municipale. La loi de 1884 a confirmé aux maires leur pouvoir de police. Mais désormais, ce sont des maires élus, comme aujourd'hui, au suffrage universel à 2 degrés, mais qui échappent totalement au pouvoir central. Et donc le maire d'une ville d'opposition, que ce soit M. Marquet à Bordeaux, que ce soit tel autre personnage dans un autre endroit, ils sont indépendants du pouvoir central dans le domaine de la police. Et donc, cette police qui échappe au pouvoir central, c'est une catastrophe. On fait quoi? Comment on peut diriger la police quand concrètement, on ne la dirige pas et on ne la paie pas? Donc, c'est le pire, si vous voulez, des défauts.
En dehors de quelques exceptions, hein, il y a des polices municipales étatisées, la première étant celle de Lyon. Elle l'a été dès 1851, avant même le Second Empire. Hein. Enfin, on peut imaginer que ça préparait évidemment le coup d'État du 2 décembre. Et donc, ensuite, ça avance tout doucement, hein, parce que la République ne peut pas faire moins libérale que les régimes personnels du 19e siècle. Donc ensuite, il y a eu la police de Marseille en 1908, puis ensuite Toulon et la Seine, hein, la police de Nice, mais enfin ça ne fait pas grand-chose, hein, et ça représente une minorité de police. Toutes les autres polices, c'est un nuage de poussière, hein, de polices municipales qui ont des tas de défauts. Non seulement elles obéissent au maire, mais en plus elles ont des territoires, des ressorts qui sont strictement limités à la commune, sans droit de suite. D'où les difficultés que vous pouvez imaginer et la belle époque du banditisme jusqu'à la création des brigades mobiles régionales de police judiciaire par Clémenceau et Aignan en 1907. Donc, pour Vichy, il est évident que cette organisation ne va pas. Alors donc, la politique, si vous voulez, policière de Vichy, ça va être de bâtir un instrument qui répondent à ses vœux, à ses désirs, à ses besoins. Police moderne, police bien formée, police puissante, police dans la main du gouvernement, police loyale, etc. Alors, je vais vous donner des exemples, là, je ne vais pas entrer dans le détail, mais d'abord, ça va être d'épurer la police. Alors, l'épuration, elle a lieu à partir de cette loi qu'on a souvent oublié, qui est du 17 juillet 1940 et qui permet de renvoyer sans aucune précaution, sans justification, sans même prétexte et surtout sans intervention des syndicats ou de toute autre structure, les fonctionnaires qui, pour des raisons qu'on n'a même pas indiquées, ne donneraient pas satisfaction. Alors on a créé un verbe pour ça, on dit qu'on juilletise. On a juilletisé un certain nombre de gens, alors il y a des fonctionnaires et tout, et il y a des policiers. Alors les préfets vont être chargés de virer les policiers dont on dit qu'ils sont inactifs, alcooliques, qu'ils ont une vie morale qui ne correspond pas, qui donne lieu à des scandales, et puis surtout ceux qui sont trop fatigués. Hein. C'est curieux de voir ce terme. Alors les préfets veulent se lancer dans la chose, et ils découvrent bien sûr une chose terrible, c'est qu'ils ne peuvent pas intervenir au niveau des polices. Ils ont, dans certains départements, il n'y a même pas 10 ou 15 policiers qui sont des policiers d'État. Tous les autres dépendent des municipalités. Ils ont été choisis par les maires, ils sont payés par les municipalités. Vichy, on appelle ça les polices électorales, avec beaucoup de mépris, mais ils ne peuvent pas renvoyer ces gens. Et les quelques-uns, quelques syndicalistes, surtout des gens effectivement qui ne donnaient pas satisfaction sur le plan professionnel, qu'on va donc juillettiser, hein, eh bien, on va se rendre compte qu'un policier, ce n'est pas un métier qu'on fait comme ça facilement. Hein. Il ne suffit pas de remplacer un policier par un personnage qui a envie. Hein. Moi, j'ai toujours voulu être policier. Non, c'est un métier, ça s'apprend. Et donc, beaucoup de ces policiers qu'on avait juilletisés, on les a repris, en fait, on les a remis en position dans leur poste, où on les a déplacés, parce qu'on s'est rendu compte qu'ils étaient quelque part irremplaçables. Alors, on va épurer cette police, mais surtout, on va la noyer dans un recrutement qu'on espère massif de nouveaux policiers, dont on précise, c'est intéressant hein, de voir les circulaires, des jeunes gens sains et sans attache politique. Vous voyez tout de suite de quelles attaches politiques on peut parler. Et donc, on se dit que ces policiers vont être tellement nombreux que les autres seront noyés dans cette masse de nouveaux arrivants, etc. Alors, deuxième chose, on va essayer de se l'attacher, cette police. Et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va demander aux policiers de prêter un serment au chef de l'État, hein, Pétain lui-même. Alors, vous avez vu forcément les images, on voit des policiers le bras en l'air. L'image est souvent détournée, hein, parce qu'on dit, voyez, ils étaient nazis, hein, ils font le signe nazi. Pas du tout. Il y a quelqu'un qui prononce le serment et tous, ils lèvent la main. Et au palais de Chaillot, par exemple,
les policiers parisiens et ils disent « je le jure ». Mais tout un tas de policiers qui ont la main en l'air, vous voyez ce qu'on en fait sur le plan de l'image et de son utilisation. Hein. Donc, on n'avait jamais vu de serment de loyauté et de fidélité depuis le Second Empire. C'est quelque chose de complètement nouveau. Ça peut nous paraître anecdotique, mais ça a joué un rôle énorme pour un certain nombre de policiers qui considéraient qu'ils avaient prêté un serment et qu'ils ne pouvaient pas se parjurer. J'ai été très étonné, et ce n'est pas un argument qu'on emploie au moment de l'épuration. Hein, ils étaient entre eux, dans leurs discussions, dans leurs courriers, dans leurs échanges, on sent que c'est quelque chose qui les marque profondément. Bon, troisième chose, cette police, on va la réformer, et on va la réformer complètement. Hein. Tout un train de lois, de décrets, il faudrait dire, puisqu'il n'y a plus de représentation élue, hein, tout se décide au pavillon Sévigné en Conseil des ministres. Toute une série de décrets, donc 11 au total, vont s'échelonner du mois de mars au mois de juillet 1941. Alors, première surprise, pourquoi seulement à cette époque, alors que depuis qu'ils sont au pouvoir, Darlan, par exemple, l'amiral, hein, passait son temps à dire on va étatiser la police, on va supprimer les polices électorales. Ben, finalement, ça a pris du temps pour des tas de raisons, dont une qui est quand même assez surprenante et intéressante, qu'avait montré Marc-Olivier Baruch, c'est que cette police, je vais vous montrer un organigramme, hein, elle va être dirigée régionalement par des gens qui n'existaient pas jusqu'alors, qui vont porter le titre d'intendant de police. Qui seront les intendants? Eh bien, il y a deux corps qui sont en concurrence. Le premier, ce sont les préfets, bien sûr, aucun rapport avec l'actualité. Et le deuxième corps sont les commissaires de police et les commissaires divisionnaires. Et donc, c'est finalement les préfets qui vont l'emporter, mais ça va prendre plusieurs mois pour que tous ces gens se mettent d'accord. Voilà une des causes du retard. Donc, dans ces réformes, hein, qui sont terriblement importantes, puisque notre police en est partiellement issue, hein, même si on a changé des choses, eh bien, la première décision importante qui nous reste aujourd'hui, c'est l'étatisation des polices municipales. Sauf une, la préfecture de police, qui reste une police municipale, qui est donc... Et un seul fonctionnaire d'État à la préfecture de police, c'est le préfet. Tous les autres sont des fonctionnaires locaux, parisiens, hein, municipaux, que tout le monde envie dans la police parce qu'ils gagnent beaucoup plus. Un simple gardien, enfin disons un brigadier de gardien de la paix gagne beaucoup plus qu'un commissaire de la sûreté. Hein. Mais bref, et donc on étatise toutes les polices. Alors officiellement on les étatise à partir du moment où les villes atteignent 10 000 habitants, mais en réalité on a étatisé beaucoup plus de police que ça pour des raisons alors soit historiques, soit sociales, soit politiques. Par exemple, le Creusot n'avait pas 10 000 habitants, Fourmi, à cause du 1er mai 1891, etc. Et donc là, on a regroupé plusieurs villes dans une circonscription de police. Et donc, on s'est retrouvé, si vous voulez, avec une organisation totalement nouvelle. Alors, premièrement, je vais prendre quand même quelques secondes hein, pour vous commenter ce tableau. Première chose, donc désormais cette police, elle est centralisée. Le chef en est bien sûr, comme d'habitude, le ministre de l'Intérieur, hein, mais en réalité, il ne peut pas faire tout seul. Et donc, celui qui va vraiment diriger la police, c'est le secrétaire général à la police. Tout le monde parle tout le temps de Bousquet, mais Bousquet n'est pas du tout le premier secrétaire général à la police. Il y en a eu d'autres avant lui, et notamment Rivalan et quelques autres. Hein. Alors, ensuite, ce secrétaire général à la police, vous voyez la flèche là quand je bouge? Ah, parfait. Donc, il y a un directeur général de la police nationale, hein, qui a été pendant très longtemps Henri Cadot. Hein, et regardez, ensuite, c'est une organisation en râteau. Hein, deux râteaux qui se font face, un râteau supérieur et un râteau inférieur. Alors le râteau supérieur, on retrouve l'organisation en fonction des missions de police. Donc une direction générale de la police judiciaire, une direction générale des renseignements généraux hein, et une direction générale de la sécurité publique, pour faire simple, sont les policiers en uniforme. Et comme on a créé un corps particulier
avec bien des difficultés, donc les groupes mobiles de réserve, ils appartenaient à la sécurité publique, mais on les a, si vous voulez, rattachés à la direction de la sécurité publique à partir de 1942, 43, pardon, ils ont leur propre direction. Alors ça, ce sont les échelons centraux, hein, les choses sont centralisées et descendent du haut vers le bas. Mais la grande originalité de cette organisation, c'est qu'il y a un échelon régional, et donc cette fois-ci, les branches du râteau sont dirigées vers le haut, hein, et on retrouve, qui duplique totalement l'organisation nationale. C'est-à-dire, on va retrouver une direction régionale, cette fois-ci de la police judiciaire, une direction régionale des renseignements généraux, une direction régionale de la sécurité publique. Et à la tête de ces polices régionales, il a fallu créer les régions d'ailleurs, entre parenthèses, hein, eh bien on va trouver un personnage extrêmement important, mais totalement nouveau, qui n'existait pas avant, ce sont les intendants de police, qui rendent des comptes, bien sûr, à la fois à la direction générale et à la fois aux préfets régionaux. On reste sur cette organisation, hein. Je sais que c'est un peu... enfin, c'est pas le plus enthousiasmant, le plus sexy. Alors, au niveau régional, j'ai voulu vous montrer, parce que j'ai eu beaucoup de mal, moi, c'est des petits tableaux, vous savez, mais qui demandent 10 ans de recherche, comment ça fonctionne. Donc, alors là, je vous l'ai mis dans l'autre sens, hein, qui descend, mais en réalité, vous vous souvenez de... Alors, il y a donc les régions, à la tête un préfet régional, des intendants de police et des commissaires divisionnaires dans chacune des branches, renseignements généraux, police judiciaire et sécurité publique, qui dirigent donc des districts, hein, qui correspondent en fait au département, et des circonscriptions qui correspondent aux communes, aux villes, quand elles font plus de 10 000 habitants, mais quand elles font moins de 10 000 habitants, on a regroupé ces gens, hein, en différentes, dans une même circonscription de police. Alors, je reviens à mon premier schéma, mais en vous le présentant autrement. Voilà donc comment les choses se passent. Vous avez cette organisation à 2 étages, hein, l'organisation générale, si vous voulez, nationale, hein, avec peu de personnel, surtout des administrations, des bureaux, et puis la masse des différentes polices régionales d'État, hein, les PRE, qui se trouvent donc dans les régions et qui fournissent l'essentiel des effectifs, pardon, excusez-moi. Et puis, oui, je vais évidemment jamais le trouver. Excusez-moi, c'est pas je ne fais jamais ce genre de choses, donc pour une fois. Alors, cette police, pour simplifier, on va donc, elle est centralisée désormais, hein, elle est unifiée, avec 2 étages, l'étage national et l'étage régional, mais cette police, on va essayer, si vous voulez, de la stimuler, de la tenir en main. Comme on se méfie des policiers qui, pour l'essentiel, viennent de la Troisième République, hein, pour l'instant, on va recruter massivement, je vous l'ai dit, des policiers, hein, et on va faire donc toute une publicité, hein, autour de des métiers de police, c'est les fameuses affiches que je vous avais montrées tout à l'heure. Donc on va encourager des milliers de jeunes gens, sains et sans attache politique, d'entrer dans la police. Alors, les affiches sont magnifiques. Vous voyez, on insiste sur la modernité, hein, bien sûr. On insiste, alors, avec moto, etc. Et puis, ce qui est intéressant aussi, quand on regarde le détail, c'est un peu petit. Je vais essayer de vous agrandir cette image, hein. On a fait quand même des erreurs de communication. Regardez cette affiche qu'on avait demandé à l'affichiste, comment il s'appelle, Giraudy, hein, c'est ça, une affiche, et Police nationale, Révolution nationale. C'était
une erreur de communication énorme, parce que ça donnait de la police une image totalement politique, hein, bien sûr, et ça donnait du régime une image totalement policière. Alors après, on a plutôt insisté sur la modernité, hein, jeune, moderne, sportive, hein, et puis avec une moto. Vous savez, moi, quand j'étais jeune, on montrait des policiers ou des gendarmes avec des alpines, hein, je ne sais pas combien on en conduit, mais c'était pour montrer qu'on entrait dans la modernité, bien sûr. Et puis, quelque chose qui est très frappant, vous l'avez remarqué, bien sûr, hein, l'uniforme. On a complètement modifié le look. On a remplacé les pèlerines, les brodequins, etc., regardez, par des leggings, une culotte de cheval, un uniforme noir, des broderies d'argent ou argenté, et une casquette plate. Je pense que ça vous rappelle quelque chose, ou quelqu'un. Hein. L'inspiration, elle vient d'outre-Rhin, hein, bien sûr. On fait un peu, on essaye hein, quelque part de... Et puis, alors, toujours nos policiers en moto, etc. Et puis, les mots essentiels, police d'élite, cadre d'élite. C'est-à-dire qu'on va essayer d'attirer des gens vers un corps dont on prétend qu'il est un corps d'élite. Alors, les concours étaient extrêmement difficiles, les premiers concours. Énormément de gens échouaient, parce qu'il y avait une partie théorique, hein, ça nous amuse aujourd'hui, mais ça ne nous amuse plus quand on voit que la France est dernière de l'OCDE pour le calcul, pour l'orthographe et tout. C'était essentiellement dicté, calcul, etc. Mais il y a plein de gens qui échouaient, hein, bien sûr, et c'était d'un niveau que les gens n'auraient plus aujourd'hui, ou la plupart des jeunes d'aujourd'hui. Et puis ceux qui passaient à travers ces premiers filtres, ensuite c'était un filtre physique. Alors il y avait des épreuves, il fallait courir le 1500 mètres en moins de 5 minutes, il fallait lancer le poids, il fallait, etc. Et ceux qui avaient passé le premier échelon, souvent, étaient recalés. Alors, c'est intéressant de voir les fiches. Hein. C'était tendance aux varices, tendance à l'embonpoint, etc. Donc, on pensait que c'était des gens qui, physiquement, ne tiendraient pas. La catastrophe, évidemment, c'est qu'on n'a pas recruté le nombre de policiers qu'on espérait. Alors, j'avais trouvé un texte qui m'avait beaucoup amusé, de Bousquet, quand il est secrétaire général de la police, en disant on n'a pas besoin d'intellectuels dans la police, etc. Donc, en fait, on va changer les coefficients. Toute la partie intellectuelle va être de plus en plus diminuée, si vous voulez, et va perdre de son importance par rapport à la prestation sportive. Et si vous avez vu des actualités de Vichy, hein, qui comportent sur la police, alors ils ont des motos, ils ont des camions, ils ont des téléphones, des radios et tout, et puis ils font beaucoup de sport, hein, cheval d'arçon, etc. On les voit en tenue de gymnaste avec leur maillot de corps, leur insigne police, sûreté nationale, etc., etc. Donc l'idée, c'est de donner envie, c'est de faire de la police un corps d'élite, et donc de donner envie à tout un tas de gens d'entrer dans la police. Ça a été en fait partiellement un échec. Premier échec, donc comme je vous disais, le concours était trop difficile. Deuxième échec, il y a de moins en moins de candidats au fur et à mesure que les années passent, parce qu'on se rend compte que, les candidats qui ont été reçus, on les envoie n'importe où, pratiquement en France, ils sont loin de leur famille, ils sont loin de leur possibilité de se ravitailler avec un jardin ou des choses comme ça, ils vivent à l'hôtel parce que rien n'est prévu, et leur salaire terriblement augmenté par rapport à avant, ne leur permet pas d'accéder au marché noir, et donc ne leur permet pas de se nourrir. Moi j'ai eu la chance, par mon âge, de rencontrer beaucoup de ces policiers à l'époque de Vichy. Ils me disaient qu'ils crevaient de faim, hein, mais littéralement, et donc il y a énormément de démissions. 8000 démissions, hein, parce que, puis alors le métier est déconsidéré, parce que quelque part c'est la visibilité de la collaboration. Donc quand vous êtes policier, qu'on vous met à garder un immeuble allemand, ou la commandanture ou autre, pour les gens c'est clair, hein, la police elle est au service des Boches. Et donc dans une famille, quand vous dites le tonton il est policier, on n'a pas un grand succès. Donc ça a fait que, si vous voulez, cet attrait a diminué, les salaires, etc. Et puis c'est un métier dangereux, parce qu'à partir du printemps 1942, la résistance, notamment communiste, a
légitimé, a fait des policiers une cible légitime. Quand on tuait ou qu'on blessait un Allemand, ça se traduisait par des représailles énormes, hein, type celle de Chateaubriand, etc. On fusillait 50 ou 100 personnes, hein, arrêtées pour des motifs qui n'avaient rien à voir avec la résistance, 9 fois sur 10, etc. Et ça ne rendait pas la résistance populaire. Et donc, on a, à partir de ce moment-là, préféré s'attaquer à des policiers français, parce que il n'y a pas de représailles des Allemands. Et les textes allemands sont terriblement intéressants, hein, qui disent, bon, finalement, maintenant, ils tuent plus de policiers, ils tuent plus de Français, donc il y a moins de représailles, et oui, mais alors le problème, c'est que le métier devient dangereux, et qu'il y a plein de policiers qui n'ont pas envie de faire ce métier-là, donc beaucoup de démissions, de moins en moins de candidatures, et donc ça n'a pas été une réussite, en dépit du look, en dépit des salaires, en dépit du fait qu'on disait que c'était un corps d'élite, etc., jamais les effectifs budgétés, c'est-à-dire il existe vraiment le budget, n'ont été atteints. Et de très loin. Hein. En gros, on tourne autour de 70 000 policiers, alors qu'on en a budgété pour 92 000. Donc ça veut dire que jamais les effectifs de police n'ont atteint ce qu'espérait Vichy. Donc cette police, elle est efficace, j'en sais rien, moderne et tout. Alors, autre chose, cette police, on va la former. Et ça, c'est une vieille revendication des policiers. On doit à Vichy la création des écoles de police. Vous êtes bien placé à Lyon, hein, puisque l'École nationale supérieure de police, à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, elle s'est installée justement à l'été 1941 à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, dans un ancien orphelinat. Hein. Ça a provoqué des problèmes terribles à la Libération, parce que l'ancien propriétaire n'avait pas donné ses locaux pour que ça devienne une école de police. Et on a créé comme ça des écoles de police à peu près partout dans toutes les régions françaises pour essayer de former professionnellement les policiers. Bon, en ce qui concerne les uniformes, le matériel, faut pas rêver. Hein. J'ai eu la curiosité de creuser dans les différentes archives et vous découvrez qu'il n'y a pas de boutons. Il n'y a pas de fil, il n'y a pas pour faire les uniformes. Alors pendant longtemps, les policiers portent en fait un brassard police, hein, on n'a pas d'uniforme, ou ils portent un casque de défense civique, vous savez, enfin ça fait un peu ridicule. Ça va être assez long de les équiper. Les automobiles, j'en parle pas, et le vrai problème, ce sont les armes. Ils sont en dotation, un pistolet en général de 6,35, vous voyez, on tire, face à des résistants et à des maquis qui sont beaucoup mieux armés qu'eux par les parachutages, surtout à partir de 1943-1944, et ça, les Allemands refuseront systématiquement. Bousquet a écrit 20 lettres à Auberg pour demander des armes à tir court, c'est-à-dire des mortiers, pour demander des fusils mitrailleurs et tout. Les Allemands ont toujours refusé, ce qui prouve qu'ils se méfiaient quand même des policiers dont ils ne voulaient pas, devant lesquels ils ne voulaient pas se retrouver dans des combats, etc. Alors, cette police, c'est intéressant aussi, on va lui créer des concurrents. Et ça, c'est quelque chose de complètement nouveau. Hein. La période de Vichy va voir la naissance de polices qu'on appelle à l'époque des cadres latéraux de la police, on dirait nous aujourd'hui des polices parallèles, dont le nom indique vraiment les missions. La première créée, c'est le service de police des sociétés secrètes, qu'on appelait donc le SSS. Alors ça... un tas de jeux de mots, les Allemands avec les SS, nous on avait les SSS, bien sûr. C'est contre les sociétés secrètes, hein, bien sûr, et les francs-maçons. C'est la première qui est créée, avec une concurrence terrible avec les Allemands d'ailleurs. Ensuite, ce sont dans l'ordre, c'est le service de police anticommuniste, le SPAC, et ensuite c'est le service de police des questions juives, la PQJ, comme on l'appelle généralement. Ce qui veut dire, c'est intéressant, hein, ça veut dire que du côté de Vichy, on pense que les policiers français n'accompliront pas ces missions d'enthousiasme, qu'on ne peut pas leur faire confiance pour chasser des juifs, pour arrêter des francs-maçons ou pour chasser des communistes. En fait, je nuancerai tout à l'heure, bien sûr. Alors, qu'en pensent finalement, et c'est ça qui est intéressant, les Allemands et les policiers eux-mêmes?
Alors, du côté allemand, ça c'est très important, hein, c'est le contraire de ce qu'écrivait Reichsfuss en disant qu'on avait imité la Gestapo et tout. Non, les Allemands sont d'une méfiance et d'une hostilité totale à l'égard de la législation de 1941. Ils vont refuser l'étatisation des polices des villes de zones occupées. Donc les seules villes qui vont voir leur police étatisée sont celles de la zone non occupée. Il faudra attendre fin 42 et surtout 43 les attentats contre les Allemands, Stalingrad, hein, ça tourne mal du côté de l'Est, et pour que les Allemands ne s'opposent plus à l'étatisation de police de grandes villes de la zone occupée, et ne s'oppose plus à l'installation de groupes mobiles de réserve, hein, de GMR, dans la zone occupée. Et mieux encore, j'ai trouvé à partir de fin 1943, les Allemands eux-mêmes réclament à Vichy d'étatiser des polices, en disant... Alors, pourquoi refusaient-ils? Pour une raison toute simple. C'était bien plus simple pour un commandeur der Zippo, hein, les SS, comme on les appelle, de se trouver face à un chef de police d'une petite ville alors que d'un seul coup, si c'est une police étatisée, ce personnage, il représente toute une police nationale étatisée et tout, et ils ne pèsent pas d'un même poids, et leur négociation ne se place pas du tout sur le même pied. Donc les Allemands refusent, hein, et n'accepteront que petit à petit. Alors, du côté policier, les choses sont plus compliquées. Au départ, il y a un certain enthousiasme, parce que la plupart des réformes de cette législation du printemps 1941, ce sont des choses que les policiers attendaient, demandaient depuis longtemps. Le hasard fait qu'un jour, je croise un courrier entre le commissaire d'Autun, je crois, puis je ne sais plus, un collègue du Midi de la France, et devant le texte qui instaure l'étatisation, il écrit au crayon de couleur rouge, enfin, car ce qui va servir de syndicat aux policiers, puis qui va devenir un syndicat, réclamait l'étatisation pour des raisons professionnelles. C'était logique, c'était insupportable qu'il y ait des différences entre la police de Grenoble, la police, et puis pas de communication, hein, sur le plan technique et professionnel. Ils souhaitaient une police étatisée. Et donc, il n'y a pas de secret, hein. Du côté de Vichy, on ne sait pas trop quoi faire. Eh bien, qu'est-ce qu'on est allé chercher pour la législation de 1941? Le projet du syndicat des commissaires de police. C'est pour ça qu'à la Libération, ils sont mal, parce qu'on va leur dire, eh ben oui, mais alors la police de Vichy, c'était votre projet en 1937. Ben oui, c'est pas parce que c'est Vichy qu'on n'a pas de bonnes idées, hein, bien sûr, et tout. Et sur le plan professionnel, ça les arrangeait. Et donc, ils sont flattés, hein, faut quand même le dire, ils sont honorés, ces policiers, c'est un corps d'élite, ils ont un bel uniforme, hein, quand ils finissent par en obtenir un, etc. Et par intérêt corporatif, et puis parce qu'ils partagent les mêmes valeurs que cet État français, notamment sur l'ordre, hein, bien sûr, qui est complètement important pour des policiers, parce que c'est leur métier, hein, et c'est leur philosophie. Eh bien, au départ, ils sont extrêmement contents de la réforme. Ils le seront moins par la suite, surtout à partir du moment, parce que ça c'est la conséquence terrible, hein, de cette réforme, c'est une dérive et un naufrage, bien sûr, de cette police républicaine. C'est la fin des principes professionnels, c'est la fin d'une déontologie, parce qu'on va donner à cette police et à ces policiers des missions qui sortaient manifestement, hein, des clous de leur tradition et de leur déontologie. Même le plus stupide, le plus borné des gardiens de la paix ne peut pas ignorer que quand on lui donne l'ordre d'aller arrêter des gens à domicile, hein, c'est pas des rafles, c'est des arrestations sur fiche à domicile, des gens dont le seul crime est la religion des grands-parents, c'est comme ça qu'on a défini les juifs, hein, je vous rappelle, des gens qui appartiennent à une société de pensée ou philosophique comme la franc-maçonnerie, une loge maçonnique, ou des gens qui sont communistes, hein, ou socialistes, eh ben, il y a quelque chose qui manifestement fait sortir cette police des clous, si vous voulez, hein. Et à partir de là, il y a une véritable dérive. Et cette police sous l'occupation, je vais nuancer tout à l'heure, hein, mais joue un rôle quand même extrêmement difficile, un rôle répressif,
et qui va toucher tous les services, qui piétine tous les principes. Les RG, renseignements généraux, vont devenir un service répressif, alors qu'ils étaient un service d'observation. Ils étaient ceux qui prévenaient le gouvernement, les préfets, etc., des mouvements syndicaux, des mouvements sociaux, etc. Et d'un seul coup, à la PP surtout, hein, on crée des brigades spéciales, les BSDRG, qui deviennent une police, comme une police, une petite police judiciaire, hein, c'est-à-dire répressive, qui arrête, qui enquête, qui file, qui surveille, etc. Et c'est plus de 5000 arrestations, hein, les BS. La police judiciaire, c'était les brigades mobiles, qu'on appelle aujourd'hui les brigades du Tigre, hein, c'était la vitrine de la police républicaine. C'était quelque chose qui donnait du prestige à la police et tout, et d'un seul coup, une partie de ces brigades mobiles, qu'on n'appelle plus de police judiciaire, c'est toujours intéressant, mais police de sûreté, eh bien, vont se retrouver impliquées dans la chasse à la répression des résistants, des communistes et même des juifs. Ça, je dois dire qu'ils l'ont fait sans enthousiasme. Les communistes, c'est différent parce qu'ils avaient des comptes à régler, hein, depuis les années 30 avec eux. Et on va créer au sein de ces brigades mobiles régionales de police judiciaire ce qu'on a appelé des SAP, hein, services des affaires politiques. Et les services des affaires politiques, on n'en parle jamais. C'est à peu près 10 000 arrestations de communistes contre 5 000 au BS des RGPP. On parle tout le temps des BS, hein, les gens, c'est les BS. C'est les BS, moi je reçois des courriers et tout, arrêté par les BS. Non, ce sont les SAP de cette police judiciaire de la Sûreté nationale. Et puis, c'est encore plus exemplaire et plus spectaculaire pour les gardiens de la paix, c'est-à-dire les gens en uniforme, les gens de la sécurité publique, dont la mission était quand même essentiellement de défendre leurs concitoyens, etc., et qui vont faire maintenant des missions politiques. On va créer des brigades spéciales d'intervention qui vont arrêter massivement, parce que c'est surtout des gardiens de la paix, hein, qui vont faire, parce qu'ils sont plus nombreux, des juifs, des communistes, etc. Et ces dérapages, si vous voulez, c'est l'image noire de la police, hein, dont je parlais tout à l'heure, et qui reste encore aujourd'hui. Hein. Combien de fois des gens me disent « Ah, vous travaillez sur la police et tout, sous l'occupation, etc. » Alors, quelle a été l'attitude des policiers? Là, je vais être très franc et très clair avec vous. Majoritairement, ils ont obéi, parce qu'ils ont été formés à l'obéissance, parce que l'obéissance est consubstantielle à leur fonction, parce qu'on recrute essentiellement d'anciens militaires, parce que la discipline c'est essentiel, on respecte les ordres des chefs, etc. Donc ils ont obéi. Je vous donnerai quand même des contre-exemples parce que c'est important, pour des tas de raisons, hein, mais notamment pour celle-ci. Et parce que je vous demande juste cet effort. Les policiers sont des soldats de la loi, comme les gendarmes. Et la loi est la loi. Ils n'ont pas à se prononcer sur la validité de la loi. Quand je lis le journal de Jules Jeanneney, le grand-père de Jean Noël, le père de Jean Marcel, il était président du Sénat. Il n'y a plus de Sénat, il ne fait plus rien. Et il rédige un journal. Quand il parle de la répression raciale, il explique que c'est, dans son journal, hein, ce n'était pas destiné à être publié, que cette répression, que cette distinction le heurte profondément. Mais il ajoute, mais c'est la loi, et obéissance lui est due. Comment voulez-vous donc qu'un gardien de la paix basique, qui a à peine le certificat d'études, ne soit pas impressionné? Parce qu'on oublie toujours une chose, mais il obéit à un gouvernement légal. Vichy n'est pas arrivé au pouvoir par un coup d'État, mais par un vote massif, hein, moins 80 voix, vous le savez. Bon, puis c'est vrai qu'il n'y a pas les communistes qui sont invalidés, mais dans la salle du théâtre du casino de Vichy, il y a eu 80 opposants. C'est par un vote massif que Pétain s'est retrouvé à la tête de pouvoirs énormes, y compris des pouvoirs constitutionnels. Donc en aucun cas, on ne peut remettre en cause cette loi. Elle est la loi, et elle a la légalité pour elle. Et puis ajouter le prestige, surtout pour des anciens soldats, d'un maréchal de France, hein, qui dirige le gouvernement. En plus, on a prêté serment, etc. Tout ça, la culture professionnelle, hein, je vous ai dit, le respect de l'obéissance, fait que pour l'essentiel, ils ont obéi.
mais une nuance énorme, au fur et à mesure de la chronologie, selon les régions, selon la géographie, selon la génération, ils ont pris de plus en plus de distance avec les ordres qu'on leur donnait. Et c'est là-dessus que je voudrais insister pour terminer sur une note quand même d'optimisme. Hein. On vient de célébrer les 80 ans, donc, enfin de commémorer, pardon, les 80 ans des rafles de l'été 1942. Ne jamais oublier qu'il n'y a pas eu que les rafles à Paris, hein, qu'on appelle rafles, c'est pas des rafles, du Veldiv encore moins, on n'a jamais appelé ça jusqu'aux années 68-9, rafle du Veldiv, on disait la grande rafle. Région parisienne, mais n'oubliez jamais, zone non occupée, hein, fin août, 10 000 juifs doivent être arrêtés, puis on livre ceux, juifs étrangers qui sont dans les camps, hein, et les groupements de travailleurs étrangers, et puis une rafle dont on ne parle jamais, c'est celle qui touche le Nord-Pas-de-Calais, qui a eu lieu le 10 septembre 1942, et qui a valu, par exemple à Lille, hein, 500 juifs ont été arrêtés. Alors, Reichsfuss, je respecte, hein, parce que sa famille a été raflée, lui aussi d'ailleurs, hein, et puis parce qu'il avait 15 ans, dans les centres de criblage, il y a eu cette information, les adolescents de 14 à 16 ans qui ont de la famille à Paris peuvent partir. Ils sont tous restés avec leur famille. Et sa mère a pris les quelques sous qu'elle avait dans son sac à main, lui a donné, puis elle lui a dit « sauve-toi ». Elle ne savait pas ce qu'il attendait, mais... Et puis, bref. Alors, depuis, je le comprends parfaitement sur le plan humain. Il voue une haine terrible aux policiers et aux concierges. Parce que quand il est rentré à l'appartement, il y avait la concierge déjà en train de piller. Hein. Mais voilà ce qu'il écrit. Hein. Pour nous, l'enfer, c'était Hitler et les nazis, mais c'était surtout la flicaille française. Le 16 juillet 1942, il y a eu 7000 assassins en uniforme, tous français, tous glorieux, tous ignobles, intermédiaires de la Gestapo, drapés dans le respect de la légalité et confortés dans leur haine de l'étranger. Ces représentants qualifiés de la répression préparaient à l'aube naissante d'un matin d'été ce génocide dont ils portent à mes yeux la plus grande part de responsabilité pour la France, bien plus que les nazis. C'est énorme, hein, comme accusation, parce qu'en réalité, c'est les nazis qui ont donné l'ordre, etc. Hein. Bon, voilà. Donc, l'image que l'on a. Alors, j'aimerais cette image un tout petit peu la contrebalancer. En réalité, les policiers n'ont pas obéi avec zèle. D'ailleurs, s'ils avaient obéi avec zèle, il n'y aurait jamais eu 75% de la population juive de France qui aurait échappé à la déportation. Il y a d'autres raisons, bien sûr. Hein. Alors, je suis allé voir de près. Alors, d'abord, la rafle dite du Veldiv à Paris. 13 125 personnes arrêtées. C'est énorme, hein, c'est une ville moyenne quasiment, hein, aujourd'hui. Mais les Allemands l'entendaient 22 000. Du côté allemand, et du côté de la hiérarchie de la préfecture, j'ai honte de le dire, hein, on a ressenti ça comme un fiasco. Surtout du côté de la hiérarchie de la préfecture. On avait promis 22 000 juifs, et puis on n'en donne que 13 000. On va passer pour des... Étonnant, hein. Il y a même un commissaire qui va proposer, attendez, on les a ratés, mais à la fin du mois de juillet, on doit redistribuer, renouveler les cartes d'alimentation. Il suffit d'aller dans les mairies, puis de repérer les gens qu'on n'a pas arrêtés, puis qui viennent renouveler leurs cartes. Heureusement, on n'a pas donné suite. Mais c'est vous donner l'idée. Hein. Du côté allemand, on n'a jamais ignoré que c'était les policiers français qui avaient prévenu et qui avaient saboté le boulot. On a des échanges de télégrammes avec Berlin, hein, où on dit franchement que ce sont les policiers français qui ont prévenu. Ils ont d'autant mieux prévenu, ou plus facilement prévenu, que la rafle était prévue pour le 14 juillet. Petite erreur de communication, hein, entre parenthèses. Et donc, on a repoussé la rafle, hein, donc ils ont été au courant et ils ont pu le faire. Alors, toutes les rafles suivantes, hein, qui concernent, vous le savez, des nationalités comme les Grecs, les Turcs, etc., désormais, les policiers français seront... D'abord, les fiches seront sorties par quelques employés du service des étrangers, moins de 10. Hein. Donc s'il y a une fuite, on le saura tout de suite. Ensuite, ces fiches, elles sont consignées dans les postes de police et les commissariats, et les policiers
à la veille de la rafle, qui va toujours avoir lieu à l'heure légale, 5h ou 6h du matin, selon la saison, eh bien, seront consignés dans les postes. Ils ne savent pas pourquoi, enfin, au bout d'un moment, ils finiront par deviner. Et le matin de la rafle, à l'heure où elle commence, on leur distribue les fiches une à une, pour bien éviter qu'ils aillent prévenir des gens à côté. Et puis, troisième précaution, on prend désormais la précaution de mélanger les équipes d'agents capteurs. On les appelle toujours des agents capteurs. Donc, un du quartier, parce qu'il sait où se trouve l'adresse avec les cours, les arrière-cours, à Paris, etc. Un qui vient d'un autre quartier, ils ne se connaissent pas, ils sont 22 000, les gardiens de la paix à Paris. Et puis, un type en civil. Alors ça, c'est l'horreur, parce que pour la plupart des gens, ils se disent, c'est un type DRG, c'est un type qui est lié à la Gestapo, etc. J'ai eu, je vous ai dit, la chance de dialoguer avec beaucoup de policiers et qui me racontaient des scènes incroyables. Qu'ose dire, en allant à la... on pourrait pas les trouver, par exemple, et tout. Puis vous savez, les autres qui disent « Oh, collègue, c'est toi qui vois, c'est ton quartier, etc. » Bon, ils font du bruit, ils préviennent la concierge, ils montent pesamment les escaliers, ils frappent, ils tombent sur des gens, et ils leur disent « Bon, on reviendra dans 1 heure, préparez vos bagages. » Souvent, les gens sont plus là, ils ont gagné, mais des fois, ils sont non seulement là, les gens, mais il y a toute la famille qui attend, en disant « On va être arrêté ». Ils ne savent pas ce qu'il y a derrière, mais on sera ensemble. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel, bien sûr. Alors, donc, la rafle parisienne n'a pas été ce que dit Reichsfuss, les 7000 assassins ignobles, etc. Ailleurs, c'est encore mieux, si j'ose dire. Vous connaissez, j'espère, enfin, c'est quelque chose de tellement important. J'en viens de Nancy, puis j'ai participé à une émission de télé là-dessus. À Nancy, donc, début juillet, la ZIPO-SD se fait inventorier les juifs qui seront arrêtables et déportables entre 16 et 45 ans, etc. Ils sont à peu près 1000. Et puis, vers le 6 juillet, contre-ordre, Telex, qui dit « Non, il y a eu une négociation avec le gouvernement français, désormais on n'arrêtera que les juifs apatrides et étrangers ». On refait les comptes et on arrive à 385. Les gens qui gèrent, les gens du service des étrangers de Nancy, ils sont 7. Ils se connaissent depuis longtemps, c'est une police municipale, ils sont ensemble depuis longtemps. Ils connaissent leurs clients, comme on dit dans la police, c'est-à-dire des gens qui viennent généralement depuis des années renouveler leur titre de séjour, leurs autorisations et tout. Et puis il y a des liens qui sont créés, on invite les policiers à une bar mitzvah, etc. Et donc, la veille, la rafle est prévue le 19 juillet, c'est-à-dire 3 jours après celle de Paris. Eh bien, le 18 juillet, les policiers du service des étrangers, sauf le chef de service qui est resté sur place pour ne pas donner l'éveil, sont allés prévenir les 385 personnes. Ils sont allés chercher des élèves au lycée, des enfants à l'école. Et ils leur ont dit, vous disparaissez, vous n'êtes pas chez vous cette nuit. Ils ont distribué de vrais faux papiers. On a des cas insensés. Il y a un policier qui a pris chez lui des familles qui ne savaient pas où aller, qui n'avaient pas d'autre endroit pour aller, etc. Et la rafle, 22 hommes arrêtés, 11 femmes, 33, c'est-à-dire 8% des gens qui étaient prévus. Allemands furieux, bien sûr, qui soupçonnent tout de suite les policiers du service des étrangers, qui s'en tirent facilement parce qu'ils disent « non, c'est le 19, il y a une rafle à Paris, le téléphone fonctionne, les gens étaient au courant, etc. » Malheureusement, tous les Juifs n'ont pas été sauvés à cause de ça, parce que malheureusement, les Allemands par la suite reviendront, et les derniers Juifs de Nancy, en février 1944, seront arrêtés. Désormais, il n'y a plus que les Allemands, on arrête n'importe qui, pas seulement les apatrides et les étrangers, et donc là, il restait 200 Juifs à Nancy, et ils ont été arrêtés. Zone non occupée. J'étais à Nancy, j'étais à Paris, je vais voir la zone non occupée. Alors, dans la zone non occupée, et ça c'est le crime de Vichy, le crime de Vichy, ce n'est pas la rafle du Veldiv et tout, ce sont les rafles de l'été, la fin du mois d'août, en zone non occupée. Un historien n'est pas un professeur de morale, on peut trouver ça complètement abject, mais ça a été, puis c'est comme ça. La négociation qui était menée
notamment par Bousquet et face aux Allemands, hein, ça a été, bon, vous voulez que nous arrêtions les Juifs, d'accord, mais pas de Juifs français, contrairement à ce que voulait Dannecker, hein, il veut 40 000 Juifs, donc 40% de Français. Bousquet, Laval obtiennent qu'il n'y ait pas de Juifs français, et en échange, on livrera les Juifs étrangers et apatrides. C'est pour ça qu'à Nancy, on est tombé de près de 1000 à un peu moins de 400. Et en échange, pour compenser, on va vous livrer des Juifs étrangers qui se trouvent en zone non occupée. Non occupée, où il n'y a pas un Allemand. Et donc les malheureux policiers, hein, les Français de zone non occupée, se sont retrouvés avec des listes de gens à aller saisir. Alors on a les papiers, c'est ça qui est extraordinaire, hein, dans les préfectures, les employés de préfecture ont fait la même chose que les employés du service de Nancy ou de la préfecture de police, hein. Ils ont fait des colonnes, Juifs à ramasser, j'adore l'expression, hein, à ramasser, et puis les résultats, Juifs ramassés. Eh bien, c'est quand même étonnant parce que c'est très différent selon les régions, les départements et les villes. Je ne parle que de zones non occupées, on est bien d'accord, c'est-à-dire essentiellement le sud de la France, hein. Par exemple, à Nice, le pourcentage d'arrêtés par rapport à ceux qui étaient à ramasser est de 23%. Ça veut dire quand même qu'il y en a 77% qui n'ont pas été arrêtés. À Limoges, il n'est que de 70%, etc. Et la moyenne pour toute la zone sud, c'est 48% des Juifs qui ont été arrêtés. C'est à peu près ce qui s'est passé, hein, vous vous souvenez, à Paris, hein, on arrive à 50%, souvent près de 60%. Et quand on regarde pourquoi et qui, alors on a essayé de voir s'il y a des gens qui sont arrêtés par les gendarmes, parce qu'ils vivent dans les campagnes. Hein. D'autres, on dirait zone gendarmerie aujourd'hui, et puis d'autres qui sont arrêtés par des policiers. On n'arrive pas à trouver que les gendarmes arrêtent plus ou que les policiers arrêtent plus, hein. En fait, on sent bien que ce qui s'est passé, alors chez les gendarmes c'est très net, c'est l'opinion, la sensibilité du chef de brigade. Si on sent qu'il n'est pas trop d'accord avec ce qui se passe, eh bien, ces 4 ou 5 gendarmes qui lui obéissent font pas de zèle. Et puis il y a d'autres endroits malheureux, mais il y a un commissaire par exemple, alors lui il est acharné, il ne trouve pas les gens, mais il va interroger les voisins qui disent « Oh ben ils doivent être à tel endroit ou à tel autre », et puis on a des endroits où ils arrêtent plus de 100% des gens prévus, parce qu'ils ont même arrêté des gens qui n'étaient pas prévus, hein. Donc tout ça pour vous dire qu'on ne peut pas, hein, ramasser les gens comme ça dans une même opprobre, dans une même condamnation, c'est beaucoup plus compliqué que ça, hein, parce qu'il y a des sensibilités différentes, il y a des situations différentes et tout. Il y a des policiers qui ont sauvé des gens quand ils le pouvaient. Et puis il y a des fois, ils sont avec des collègues et ils ne peuvent pas, hein, parce qu'ils ne connaissent pas les collègues ou qu'ils ne connaissent pas la sensibilité des collègues. Alors mes étudiants me disaient toujours, mais ils n'avaient qu'à démissionner. Je connais un policier qui a démissionné. Il s'appelle le commissaire Philippe, hein, vous avez peut-être entendu son nom. Il est commissaire à Toulouse et il écrit le 15 janvier 1943. N'oubliez pas que Toulouse est en zone non occupée et est occupée désormais depuis le 11 novembre 1942, à son chef, monsieur le commissaire central de Toulouse. J'ai le regret de vous rendre compte de ce que la politique actuellement suivie par notre gouvernement n'étant pas conforme à mon idéal, je ne saurais désormais servir avec fidélité. Je refuse, et sous mon entière responsabilité, de persécuter des Israélites qui, à mon avis, ont droit au bonheur et à la vie, aussi bien que M. Laval lui-même. Je refuse d'arracher par la force des ouvriers français, il fait allusion au STO, hein, service du travail obligatoire, à leurs familles. J'estime qu'il ne nous appartient pas de déporter des compatriotes et que tout Français qui se rend complice de cette infamie se nommerait-il Philippe Pétain, agit en traître. Je connais l'exacte signification des mots que j'emploie, hein, sous-entendu, je ne suis pas fou, hein. En conséquence, monsieur le commissaire central, j'ai l'honneur de vous informer de ce que, par le même courrier, ma démission est transmise à monsieur l'intendant régional de police. Permettez-moi de vous exprimer ma gratitude pour l'extrême bienveillance dont vous fîtes toujours preuve à mon égard et veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux. Signé Philippe, ex-commissaire du 7e arrondissement. Un cas
peut-être pas unique, mais je n'en ai pas trouvé d'autres, hein, rare, plein d'humanité et tout. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi il n'y en a pas d'autres qui ont fait la même chose? Alors, c'est très compliqué. Philippe, juste pour prendre son exemple, c'est un personnage très important du réseau de résistance qui s'appelle Alliance. Celui que les Allemands appelaient l'Arche de Noé, parce que tous les gens avaient, vous savez, un surnom, un animal. Hein. Et il s'appelait Basset dans ce réseau. Et donc, vous le savez, c'est un réseau qui est en plus original parce qu'il est dirigé par une femme, hein, Marie-France Fourcade, qui ne s'appelait pas Fourcade à l'époque, mais peu importe. Et avant de démissionner, il est allé lui demander l'autorisation. Car il faut bien comprendre, c'est ce que j'explique à mes étudiants, qu'un policier est plus utile pour casser la machine quand il est dans la machine qu'en dehors. D'abord en dehors, comment il va vivre, hein, s'il n'a pas des papiers, une carte de ravitaillement, des faux papiers, etc. Et en plus, il ne sert plus à rien. Alors que quand il est dans la machine répressive, il sait qui a parlé, le contenu des interrogatoires, les opérations prévues, etc. Je ne dis pas que ça marche à tous les coups, mais il peut faire quelque chose, il peut casser des affaires, comme on dit dans le jargon policier, ce qui n'était pas possible, évidemment, s'il était en dehors. Donc, très peu de policiers ont démissionné, et même pas ceux qui étaient résistants ou qui étaient révoltés par ce qu'on leur donnait à faire, parce qu'on leur demandait de rester sur place. Certains l'ont payé cher parce qu'ils ne portaient pas un badge en disant dehors les Allemands ou je sauve des Juifs. Hein. Et beaucoup de gens ont cru qu'ils étaient des collaborateurs forcenés. Combien de policiers ont été tués au coin d'un bois, hein, parce qu'on pensait qu'ils avaient opéré, et alors qu'en réalité c'était d'authentiques résistants et parfois même carrément des héros. D'ailleurs certains sont devenus justes par la suite parce qu'on a découvert ce qu'ils avaient fait. Hein. Alors je m'arrête là parce que je vous ai déjà bien abreuvé, inondé de choses. Je voulais juste vous dire que donc à la Libération, ces policiers ont payé cher, hein, bien sûr, le rôle qu'on leur a fait jouer. Alors, trois choses. À la Libération, d'abord, première surprise quand même, on n'a pas remis en cause la législation de Vichy. C'est quand même étonnant, hein, quand on dit que toute la législation devait être caduque, de l'État français, etc. Faux. La législation de Vichy est restée en place. La seule chose qui s'est atténuée puis qui a fini par disparaître, qui reviendra avec la loi de fer, c'est le fameux étage régional, hein, les branches du râteau qui montent. L'APP n'a pas plus été étatisée qu'elle l'avait. Il faudra attendre la loi Frey, hein, Roger Frey, de juillet 1966 pour que la préfecture de police soit intégrée à la police nationale. Comme j'ai donné 30 ans des cours à l'ENSP, j'ai cru comprendre que cette intégration était pas tout à fait celle qu'on pouvait imaginer, qu'il existait et que l'APP était toujours un État dans l'État. Hein. D'ailleurs, regardez, elle a encore des droits, elle conserve encore CRG, sa police judiciaire, etc., ce qui n'est pas le cas des autres, mais c'est intéressant néanmoins. Et puis, la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que cette police, elle a été épuré, et sévèrement épuré. Il y a une légende, hein, qui dit que non, le policier, tout s'est bien passé, ils se sont retrouvés après à leur poste. Non, ils ont été épurés, sévèrement épurés. Hein. Par exemple, pour la préfecture de police, 800, il y en a plus de 2000 qui sont passés à l'épuration, 800 ont été révoqués. Alors les gens disent, révoqués, oui, d'un seul coup, vous n'avez plus de métier, plus rien. Si en plus vous êtes passé en chambre civique, vous ne pouvez plus trouver une embauche, vous ne pouvez plus voter, enfin c'était des choses très graves. Hein. Et puis un grand nombre a été condamné à mort et fusillé. Alors ce qui donne cette impression que les policiers ont profité, si vous voulez, d'un statut favorable, c'est que l'épuration de la police s'est passée dans des conditions complètement anormales sur le plan de la loi. Et donc, pas de représentants du personnel, hein, décision par des comités d'épuration mal désignés ou mal définis, etc. Et donc, ceux qui n'avaient pas été trop sévèrement punis, parce que pour les autres c'était trop tard, hein, ils ont fait appel et en général leurs appels ont été entendus parce qu'effectivement cette épuration s'était passée dans une complète illégalité. Mais, et là c'est vraiment le mot de la fin, les policiers ont gardé de cette épuration une douleur, une blessure profonde. Comme disait un policier, on me condamne pour avoir obéi aux ordres.
vous rendez compte, c'est un pouvoir qui épure des policiers parce qu'ils ont obéi, coupe la branche sur laquelle il est assis. Et les policiers, de conséquence, ils sont entrés en politique, ce qui n'était pas le cas avant-guerre, et surtout, ils ont joué dans le jeu politique un rôle inattendu. Ce régime, la 4e République, qui ne les avait pas défendus, qui les avait même accablés et tout, ils vont lui faire payer très cher. Vous savez, officiellement, la 4e République tombe le 13 mai 1958, une menace de coup d'État à Alger, enfin c'est quelque chose de très compliqué, on va appeler De Gaulle. En réalité, elle était tombée depuis le 13 mars 1958, quand les policiers parisiens se sont mis en grève et ont investi le Palais Bourbon, vous imaginez, et on prête à De Gaulle, j'y étais pas, j'ai pas d'enregistrement, mais cette phrase historique, le pouvoir n'est plus à prendre, il est à ramasser. Il y a un divorce désormais entre le pouvoir politique et la police, ce qui n'existait pas avant-guerre. Ce qui n'existait pas avant-guerre. Merci. Excusez-moi d'abord.